La grève des agriculteurs de Macoria entre dans un nouveau tournant dans le conflit qui les oppose à la mairie de Macoria pour la rétrocession gratuite de terrains agricoles. Ils ont rencontré ce matin l'ADL, la DAF et le CNES à suivre dans ce journal. Et puis le 14 novembre est la journée mondiale de lutte contre le diabète en Guyane. 8% de la population serait touchée par cette maladie. Dépistage et sensibilisation ont été organisés à l'hôpital de Cayenne. Enfin, la première édition de la semaine non violente au collège Auxonce-Cantou, une initiative de la nouvelle principale du collège. Aujourd'hui, des intervenants du milieu judiciaire se sont succédés autour d'ateliers débats et de jeux de rôle. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette tranche d'information. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Ouvrons ce journal avec la grève des agriculteurs qui se poursuit à Macoria. Ce matin, les représentants de la fédération FDSEA et la mairie de Macoria ont rencontré à tour de rôle les autorités de la direction de l'aménagement ainsi que ceux de la direction de l'alimentation. Aujourd'hui, les représentants du CNES étaient également présents lors de cette réunion. Le point d'achoppement, la détermination d'une liste d'agriculteurs qui pourront bénéficier de la rétrocession des terrains agricoles à titre gratuit. Les détails dans ce reportage de Gaël Wassim. Après plus de 5 jours de mobilisation, le conflit entre les agriculteurs de la FDSEA et la mairie de Macoria reste au point mort. Les services municipaux continuent les séances de travail avec les services de l'État afin de trouver des solutions dans les plus brefs délais. Une liste a notamment été mise en place afin de répertorier les agriculteurs concernés. Nous connaissons notre heure. Nous avons donc cette liste qui est là, que nous avons donc confrontée avec la DAF. Nous avons donné les explications, la connaissance du terrain. Après, cette liste va être soumise aux différents syndicats pour qu'ils puissent apporter ou pas des contributions, puisque peut-être qu'ils ont des connaissances un peu plus poussées sur une ou deux personnes qui seraient agriculteurs. Voilà, c'est tout. Et à partir de là, une fois que cette liste est établie, nous pourrons donc continuer donc, le travail. Les agriculteurs, quant à eux, restent confiants sur l'avancée des discussions. Les discussions qui ont eu lieu nous ont permis de comprendre que l'État est effectivement, avec les services de la DAF, en train de travailler sur le dossier. On est assez confiant de l'avancée des choses. Maintenant, on a rappelé aujourd'hui en présence du CNES ou des personnes du CNES, des représentants du CNES et des services de la DAF, et de la préfecture, donc on a rappelé notre volonté de vouloir faire appliquer scrupuleusement les conditions de rétrocession qui ont eu lieu en 92. Et on demande aujourd'hui aux services donc, de la préfecture de se renseigner sur la façon dont aujourd'hui procède la mairie de Macoria au cas par cas et qui ne semble pas tellement justifié. Ce conflit ne semble pas trouver de terrain d'entente pour le moment. Toujours dans le registre social, le débrayage ce matin du corps éducatif de l'école élémentaire Maximilien Sabat. Les enseignants se plaignent des cambriolages à répétition 4 depuis le début de l'année scolaire. Un enseignant a également été victime d'une agression par un parent d'élève la semaine dernière. Alexandra Debune du syndicat enseignant SEINSA et des parents d'élèves se sont exprimés au micro de Stéphane Gauvindin. Il y a un malaise, il y a de la violence, des vols. Il y a un ras-le-bol de tout, les parents qui sont agressifs, les vols, je ne sais pas, comment je vais vous expliquer ça, il y a un ras-le-bol. Il faudra aussi qu'on sache que la semaine dernière, il y a eu un parent qui a été agressé par une maman qui a donné un coup de poing dans le visage et que voilà, il faudrait aussi que tout ça cesse. Quel exemple que nous on donne aux enfants? Après c'est normal qu'il ne faut pas être étonné que les enfants reproduisent ce que nous, les parents, on produit. Quasiment un week-end sur deux, il y a des intrusions dans les classes. Et donc, ils ont commencé par voler des petites choses. Et là, ça commence à devenir pénible parce qu'ils nous volent les ventilateurs. Ils nous ouvrent les placards pour voler les radios, etc. Donc, on est un peu exaspérés. Puis, ils commencent à nous voler le matériel des enfants aussi. Donc, ce qui est pénible, c'est qu'on a un quartier quand même assez difficile. Et on a réussi à ce que l'école soit un lieu de bien-être pour nos élèves. Et le problème, c'est dès qu'il y a des vols de petites choses dans la classe, ça les perturbe. Donc on voudrait vraiment qu'ils arrivent à sécuriser les lieux et qu'on fasse un partenariat avec que ce soit les familles, la police, etc. Et qu'on trouve des solutions pérennes avec les mairies.
Aujourd'hui, 14 novembre, comme chaque année, cette journée est mondialement dédiée à la lutte contre le diabète. En Guyane, 8% de la population serait touchée par cette maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique. À l'occasion de cette journée, une séance de dépistage a eu lieu sur le parking de l'EHPAD au centre hospitalier André Rosemont. Le mot d'ordre, se dépister mais aussi se prémunir de la maladie par une alimentation saine. Reportage de Jonathan Lariot. Pour Smerline, passer devant ce stand de dépistage du diabète sans s'arrêter est hors de question. En fait, bien souvent, on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Du coup, je suis venue me faire dépister pour voir si tout va bien. Parce que des fois, on ne peut pas ressentir les symptômes. Après un court échange avec une des infirmières sur place, la conversation laisse la place à une simple piqûre. Le dépistage est rapide pour un résultat immédiat. J'ai eu 0,84. Donc normalement, la normale doit être entre 0,80 et 1,20 grammes par litre. Donc je suis dans la normale pour l'instant. En Guyane, 8% de la population serait touchée par le diabète et ce chiffre aurait une tendance à augmenter. Si le personnel de service de diabétologie du centre hospitalier de Cayenne est bien conscient que vaincre la maladie n'est pas possible, c'est sur un autre front qu'ils concentrent leur combat, celui de la prévention. L'habitude qu'on a, c'est peut-être de consommer trop de riz, trop de couacs, trop de légumes pays, qui sont de très bons aliments à la base, mais qui consommés en trop grande quantité apportent trop d'énergie, trop de sucre au corps en fait. Alors généralement, on a une alimentation trop riche en glucides en fait, trop riche en glucides et trop riche en énergie, une énergie qu'on n'utilise pas forcément. Et c'est ce déséquilibre qui va engendrer une prise de poids ou bien l'apparition de maladies métaboliques. Un autre besoin, celui de l'information. Ici, mis à part le dépistage, les patients de quelques minutes n'hésitent pas à poser beaucoup de questions. La maladie et ses conséquences demeurent un mystère pour beaucoup. Comme c'est un fort taux, nous on essaye de jouer sur la prévention. Alors aujourd'hui on pratique un dépistage, on donne aussi des informations. On donne des informations sur la prévention. Les gens, souvent, puisqu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui est diabétique. Après, ils ont des informations un peu d'ordre général. On essaye effectivement de préciser, en fonction de leur demande, de préciser les choses. Après quelques piqûres, pour plusieurs d'entre eux, le bilan est positif. Un simple geste qui rassure et qui permet de poursuivre le reste de sa vie plus sereinement, en faisant toujours attention. Et puis nous avons rencontré 3 patients atteints de diabète. Tous les 3 ont vu leur vie changer du jour au lendemain, une fois le diagnostic établi. Rendez-vous hebdomadaire chez le médecin, perfusion d'insuline, surveillance rigoureuse de leur alimentation. Thérèse, Jean et Enol témoignent au micro de Jonathan Lariot. Je suis diabétique depuis en 2007. Oui, ça fait des mois et c'est depuis début de février. Ça fait des années que je suis malade. En alimentation, des choses sucrées, tout ça, des choses pour éviter. Et puis quand je l'ai fait, de ne pas grignoter non plus. Mais c'est une maladie, c'est tellement dur si tu n'as pas la patience. Et les encouragements pour les traitements, comme l'insuline. Pour ça, tu fatigues, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas sortir comme on voulait, on peut rien. Je mange à n'importe quel moment que je veux. Et puis, je n'étais pas prendre aucune précaution parce que je n'étais pas connu. Ça reste sur l'estomac et tu es un peu de tout dit, tu n'arrives pas à faire le manger pour manger à l'air. Quand on est jeune, on fait ce qu'on veut. On mange, on amuse, on fait tout. Mais après, c'est le docteur qui dit arrête, c'est trop. Dans le moment que je me sens dans ce sens, et puis depuis ce temps-là, je prends des précautions. Je pense qu'un jour à l'autre, ça serait normalisé comme j'étais avant. C'est une maladie de vie. Moi, je prépare. J'ai déjà préparé. Si un jour ça ne va pas, voilà quoi, c'est la fin. Mais pour le moment, je prends toutes précautions. Fin du dépôt des listes pour l'élection à la Chambre des métiers. La clôture a eu lieu hier midi en préfecture. 4 candidats se sont inscrits dans la course à la présidence de la Chambre consulaire. Monique Okouyoun, Franck Luisan, Roberto Osseux et Philippe Alcide Di Clausel. Hier, ce dernier était donc le dernier à déposer sa liste 2 minutes avant la clôture du dépôt. Philippe Alcide Di Clausel souhaite rester dans la droite ligne du programme de son dernier mandat arrivé à échéance. Il était au micro de Pierre Tréfaux et de Joanne Manus.
J'ai été élu président de la Chambre des métiers de la Guyane. J'ai exercé avec mon équipe 7 mois de mandature l'élection est annulée, vous savez pourquoi, enfin on sait pourquoi. Et il était normal que nous avons un programme sur 5 ans, que nous revenons vers les électeurs de façon à pouvoir leur demander leur confiance et poursuivre ce programme que nous avons déjà entamé et que nous allons encore donner plus de force et de vigueur pour défendre l'intérêt de l'artisanat en Guyane. La liste a été remaniée très peu. Certains ont eu d'autres volontés, à eux d'y aller et nous poursuivons le chemin que nous nous sommes donné avec la fidélité et le respect vis-à-vis de l'artisanat et des artisans de Guyane. L'artisanat reste à l'image de la métropole et des DOM le premier recruteur en matière d'emploi vraiment, parce que tout simplement dans les 5 ans passés, l'artisanat a augmenté de 58%. C'est-à-dire quelque part, si nous avons augmenté de 58%, nous avons créé des emplois. C'est vrai qu'en Guyane, c'est un secteur qui est en difficulté, où l'activité a baissé, mais la volonté que nous avons affichée en allant aux élections, c'est redonner un boom à l'artisanat de façon à ce que l'artisanat prenne vraiment la place qui existe dans le giron économique de la Guyane. Parce que vous savez, l'artisanat, c'est vraiment l'avenir de la Guyane de demain. Je vous le disais en titre, première édition de la semaine non violente au collège Auxonce-Contoux, une initiative de la nouvelle principale du collège. Aujourd'hui, des intervenants du milieu judiciaire se sont succédés autour d'ateliers débats et de jeux de rôle. Comment lutter, comment utiliser les réseaux sociaux de manière responsable? Que risque-t-on par exemple en filmant une agression dans ce collège où il y aurait en moyenne 2 bagarres par jour? Les détails dans ce reportage de Pierre Tréfou. Avocats, gardiens de la paix et bien d'autres professions se succèdent cette semaine pour aborder la violence sous forme thématique et sensibiliser les élèves d'Auxonce-Contoux, un collège qui compte 2 bagarres par jour en moyenne. Nous, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que la violence, quelle que soit la forme qu'elle peut revêtir, n'est pas une solution. On essaye également de mettre l'accent sur la solidarité. Si chacun fait sa part, la violence recule, et si la violence recule, on pourra l'éradiquer. Dans ce collège, situé à proximité des quartiers difficiles de Cayenne, ici les violences entre élèves sont monnaie courante et même banalisées. En fait, ils aiment la violence. En fait, c'est par rapport au respect. Comme tu ne respectes pas la personne, après ça commence à dégénérer. En fait, pour moi, celui qui veut son respect s'en procure. Mais il n'y a pas ça ici. Les professeurs et parents aussi sont mis au rang des apprenants dans des ateliers les sensibilisant sur leurs responsabilités dans les faits de violence de leurs enfants et élèves. Toute la communauté est impliquée. Nous avons des professeurs qui animent des ateliers, comme l'atelier de la violence constructive, c'est-à-dire utiliser cette énergie qu'on a pour faire de belles choses. Ça, c'est avec un professeur. Nous avons eu cet atelier sur l'esprit critique. Nous avons des ateliers de création, de slam, de jeux. Enfin, chaque professeur est allé de son imagination et de sa volonté pour casser cette image et dire aux élèves non, on peut faire autrement avec toute cette énergie débordante que vous avez. Jeudi, policiers et élèves courront côte à côte dans un cross. Et en fin de semaine, les différentes propositions des élèves pour lutter contre la violence seront collectées et étudiées par le rectorat. Du nouveau pour les parents de nourrissons, une classe passerelle a ouvert à la crèche Noah de Cayenne. L'école des Timounes accueille des enfants à partir de l'âge de 2 ans. L'intérêt, faire venir la maternelle directement à la crèche. Reportage de Galouassim. Envoyer son enfant de 2 ans en classe est désormais possible en Guyane. La crèche de Noah du quartier Montlucas à Cayenne a inauguré ce matin son école Timoun. En partenariat avec l'Éducation nationale, la mairie de Cayenne et la CTG, cette classe prématernelle a pour but de lutter contre les inégalités scolaires et l'exclusion. L'école des Timounes m'est arrivée puisque l'année dernière, on a fait, ça fait déjà 2 ans qu'on fait l'immersion des enfants à l'école maternelle, à raison de 2 fois par mois, de janvier au mois de juin. Et je me suis dit, pourquoi pas faire l'école maternelle, venir à la crèche. C'est de pouvoir justement faire les enfants découvrir des choses en plus, en tout cas, tout ce qui concerne l'éducation nationale, l'école, des choses que nous n'avons pas, mais que nous les apportons aussi. Et du coup, les enfants, vu que c'est un grand groupe de grands, donc ils ont école à raison de 2 jours par semaine. On favorise leur éveil, on les amène déjà à se socialiser avec les autres,
et on leur apporte un plus au niveau de la scolarisation pour la rentrée prochaine. Ouvert depuis le 6 novembre dernier, cette structure accompagne une quinzaine de jeunes enfants avant la maternelle. L'objectif que nous poursuivons est clair. C'est deux objectifs particuliers et principaux. C'est pouvoir enrichir notre projet pédagogique. Les enfants que nous accueillons, notre volonté est de les accompagner à grandir, de les accompagner sur le chemin de l'éveil. Et la prochaine étape pour eux, c'est l'école maternelle. Donc on entend les préparer au mieux à cette nouvelle étape de leur vie. Et puis le deuxième objectif, c'est s'ouvrir sur notre quartier, qui est le quartier de Montlucas, offrir aux enfants de Montlucas qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place en structure d'accueil ou une place à l'école, une première expérience de vie en collectivité. Une nouveauté saluée par les parents et les élus. Eh bien écoutez, je crois qu'il faut saluer l'initiative de la crèche de Noah et de la direction d'avoir ouvert cette classe pour les Timouns parce que la crèche, le fait d'être en crèche, c'est vraiment le début de la socialisation et le début de l'apprentissage des règles. Et dans un pays où on a 6000 naissances par an, il est clair que le secteur de la petite enfance est un secteur important. Donc bravo à la crèche de Noah d'avoir créé cette classe passerelle qui permettra aux enfants d'entrer à l'école de façon plus facile parce qu'ils auront déjà intériorisé un certain nombre de règles. Et puis la crèche de Noah également accueille des enfants qui n'ont malheureusement pas pu trouver de place dans les écoles parce que vous savez qu'on a un déficit d'écoles maternelles en Guyane. Donc c'est une très bonne initiative, c'est un geste militant et j'espère vraiment que d'autres associations lui emboîteront le pas. Véritable innovation de l'accueil des moins de 300 dans l'Académie de Guyane, cette initiative est la première du genre. Un tour chez nos voisins de Guadeloupe, l'école de la deuxième chance. En Guadeloupe, elle est destinée à réinsérer professionnellement les jeunes adultes en décrochage scolaire. Ce matin, les pensionnaires ont reçu la visite de la ministre du Commerce et de la Coopération de l'Ouganda. Elle vient s'inspirer du concept pour le reproduire dans son pays. Reportage de Linda Kayersi. L'école de la deuxième chance, une fenêtre d'espoir, aussi bien pour les jeunes Guadeloupéens que les jeunes Ougandais. Je suis très impressionnée par ce qui est fait ici. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de savoir que ces jeunes sont volontaires d'obtenir une seconde chance. Objectif de cette visite, détenir les secrets d'une structure victime de son succès. L'objectif des 800 jeunes accueillis a été dépassé puisque l'objectif nouvellement posé est de 1000 pour la fin d'année. Nous avons déjà donc près de 46% de jeunes qui sont aujourd'hui donc vers et dans l'emploi, donc soit en formation, soit à minima un contrat à durée déterminée. 21% pour eux donc sont sûrs d'avoir un emploi donc à la sortie de l'école de deuxième chance. Après Haïti, c'est au tour de l'Ouganda de bâtir son modèle d'insertion sociale et professionnelle sur ses terres, à l'image de l'école de la deuxième chance. Nous aimerions établir un partenariat entre l'Ouganda et l'école de la deuxième chance en mettant en place un programme d'échange avec des élèves de l'Ouganda. Ça serait une première pour nos étudiants de découvrir les différentes activités, mais aussi la culture de la population. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des coopératives de l'Ouganda pense aller encore plus loin, notamment sur le plan économique, entre son pays et la Guadeloupe. Un tour en Martinique à présent, la pêche aux oursins est officiellement ouverte depuis hier. De nouvelles règles sont imposées aux professionnels de la mer cette année, notamment celle d'utiliser uniquement un navire de pêche et avoir un nombre de personnes limité à bord. Ils doivent également être déclarés aptes à l'apnée. Un règlement strict qui n'a pourtant pas freiné les pêcheurs du Vauclin. Reportage de Marc-Olivier Dream. 5h30, les dernières embarcations quittent le port de pêche du Vauclin. Le lancement de la pêche aux oursins démarre ce matin. Gilles et ses deux matelots ont décidé, eux, de faire cap au nord. Et ils ne sont pas tout seuls. Sur site, on effectue un premier repérage. Pas très concluant, même si les œufs sont à point. On a cassé quelques-uns, on a vu que les œufs sont de bonne qualité, mais en quantité là, il n'y a pas grand-chose. Vous allez chercher ailleurs? On va regarder dans un coin, sur on trouve beaucoup plus. Une zone de pêche annoncée longue et éprouvante, mais loin de décourager nos plongeurs, qui sont venus pour ça d'ailleurs. Sur l'embarcation, on essaie de trouver le moins d'indices, mais le caviar n'est pas aussi visible qu'auparavant. Après
Après 2 heures de persévérance, les paniers semblent se remplir plus vite. Juste un peu plus vite, car nos pêcheurs d'oussins doivent encore combattre le courant. Déjà un peu plus de 4 heures se sont écoulées. Gilles décide d'arrêter la pêche, mais la journée est loin de se terminer pour lui. Par rapport aux autres années, pour le premier jour, je pense que dès 9 h, on aurait déjà dû finir la pêche. Je trouve que cette année, que vraiment les oussins sont rares. Une ressource rare selon ce professionnel. Et pour la deuxième partie du boulot, l'embarcation se dirige au large de la Pointe-Foulard où un arrêté municipal les oblige à casser les oussins. Une première demi-journée éprouvante sur 15 jours de campagne d'oussins, encore incertain. Refermons ce journal, cette édition, avec notre invité du jour, David Mérour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association de contes Zukuyanyan. Le directeur de l'association. Donc, on connaissait cette association pour ses activités autour du conte. Et cette année, vous lancez la première édition du festival Lire et Dire, toujours dans le même registre. De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, c'est la 3e édition de Lire et troisième Dire. édition, oui. Et c'est une manifestation qui, contrairement au festival Kouté-Poutandé, là, a pour but de mettre à l'oral et à l'honneur surtout des textes littéraires, donc ce soit des romans, des nouvelles, et donc nous aurons l'occasion, avec les artistes que nous avons invités et qui viendront donc le jeudi, vendredi et samedi, présenter des œuvres d'auteurs à un public qui a peut-être envie aussi de voyager, mais pas dans les contes, là, dans la littérature. Comment ça va se dérouler concrètement? Donc concrètement, nous avons 3 rendez-vous principaux. Jeudi soir, nous faisons l'ouverture en salle de réception de la mairie de Cayenne. Et c'est une romancière, Halima Hamdan, qui est originaire du Maroc, qui va nous dire son livre « Laissez-moi parler », qui raconte l'histoire des femmes descendantes d'esclaves au Maroc, puisque elle-même a appris que eh bien, dans sa famille, il y avait eu des esclaves, sauf qu'on ne lui avait jamais parlé de cette histoire. Ensuite, le vendredi 17, donc, nous serons au CGOSH, donc c'est derrière la poste de Cabassou, et là nous aurons des lectures dessinées, une soirée mosaïque art avec 2 lecteurs qui vont nous emmener dans leur univers. Jean-Louis Gonfalone qui a écrit un texte qui s'appelle Classé sans suite, et là c'est l'histoire du braquage raté de la charcuterie d'une petite bourgade du sud-ouest, et l'auteur qui parvient à s'enfuir on ne sait comment, dont tous les personnages impliqués, procureurs, commissaires, le charcutier lui-même, vont donner un peu leur avis sur ça. Et ce sera illustré par Olivier Copin, un dessinateur bien connu en Guyane. Et ensuite, ce sera en épisode, cette soirée, avec Marcel Jondo, qui, pour une fois, ne nous emmènera pas dans les contes d'Efiovi, le petit singe rieur du Togo, mais nous emmènera du côté du Mexique, dans le roman de John Steinbeck qui s'appelle La Perle. Et là, il sera accompagné au dessin par Joub, un dessinateur aussi assez connu en Guyane, puisqu'il y réside. Et enfin, eh bien, nous terminerons ce festival Lire et Dire par une grande soirée à l'EPCC Les Trois Fleuves avec le spectacle qui s'intitule 4 heures du matin, mais il sera bien à 20 h, avec notre ami Abdon Fortuné Koumba, qui est conteur et comédien originaire du Congo-Brazzaville. Et ce spectacle est une création de l'EPCC Tropicatrium à Fort-de-France, en Martinique, qui a déjà tourné à travers le monde et qui nous fait l'honneur donc de venir en Guyane pour le présenter au public. Alors, le spectacle, c'est en fait tout simplement l'adaptation d'un roman d'un auteur noir américain, Ernest Gaines, qui parle de la vie des Noirs américains dans le sud des États-Unis au milieu du XXe siècle, et la vieille génération qui a appris un petit peu à vivre avec tout le lot de la société ségrégationniste américaine, et la jeune génération, ce jeune homme qui, parce qu'il se retrouve en prison malgré lui, à cause d'un différend, eh bien, se rebelle et décide de chercher tout simplement sa dignité. Oh là, c'est tout un programme. Et du coup, généralement, lors de ces rencontres, vous avez une forme d'interaction également avec le public qui est appelé également à lire, à dire des ouvrages. Il y aura un stage
qui sera le week-end suivant, du 25 et 26, hein, pour là, tout simplement, une approche du théâtre masqué. On aura aussi des ateliers dans les écoles, mais on est déjà très demandé par les écoles, donc on ne peut pas mettre plus d'ateliers à destination du grand public. Toujours est-il que déjà ces spectacles permettront aux gens de rentrer dans l'univers de quelque chose qui n'est pas du conte, qui n'est pas du théâtre, mais qui est tout simplement une mise en espace et surtout une mise à l'oral de textes littéraires. Alors donc c'est le rendez-vous, le premier rendez-vous donc c'est jeudi, vendredi et samedi, et le premier rendez-vous c'est donc l'ouverture en salle de réception de la mairie de Cayenne avec le spectacle Laissez-moi parler avec Halima Hamdan, vous me disiez tout à l'heure. De quoi s'agira-t-il en quelques mots pour finir? C'est cette histoire que Halima a écrite à propos d'un personnage qui s'appelle Dada Yaya, qui s'appelait, puisque malheureusement elle est disparue. Et Halima a souhaité rendre hommage à cette dame parce que justement, elle était, tout simplement connue comme étant d'une famille d'esclaves au Maroc. Et elle a raconté un peu son histoire. Et c'est aussi la quête, quelque part, la double quête d'une libération d'une femme dans un pays où c'est pas toujours simple, on le sait, et aussi de se libérer d'un passé que tout simplement elle cherchait à faire accepter et puis aussi à faire reconnaître, à savoir qu'elle avait été dans une famille tout simplement esclave. Très bien, merci beaucoup David Mérour d'avoir accepté notre invitation. Et donc rendez-vous est pris jeudi, vendredi et samedi. Merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup. Nous voici donc arrivés à la fin de ces tranches d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. La grève des agriculteurs de Makouria entre dans un nouveau tournant dans le conflit qui les oppose à la mairie de Makouria pour la rétrocession gratuite des terrains agricoles. Ils ont rencontré ce matin l'ADL, la DAF et le CNES. Et puis le 14 novembre est la journée mondiale de lutte contre le diabète. En Guyane, 8% de la population serait touchée par cette maladie. Dépistage et sensibilisation est organisé à l'hôpital de Cayenne. Enfin, la première édition de la semaine non violente au collège Auxence Contou, une initiative de la nouvelle principale du collège. Aujourd'hui, des intervenants du milieu judiciaire se sont succédés autour d'ateliers débats et de jeux de rôle. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.